Le temps politique s'ajuste au temps de la nation. La prorogation du mandat des parlementaires jusqu'en 2026 n'est pas un simple glissement, c'est une manœuvre de déminage de haute précision. En désamorçant le piège des élections couplées, Yaoundé reprend la main sur un agenda que certains espéraient dicter depuis l'étranger. C'est le triomphe de la stabilité sur l'aventure incertaine. Une réponse ferme, président Bandakani, à ceux qui voient dans les urnes un instrument de chaos au Cameroun. Votre approche est assez originale, Bachir. Votre titre est assez original. Oui, on peut le dire. Dans un premier temps qu'effectivement, il y a une maîtrise des processus électoraux au Cameroun qui permet de concilier la dynamique des processus électoraux avec tout ce que cela comporte comme risque, comme potentiel de déstabilisation, surenchère ici et là, de concilier ça avec la nécessité de la stabilité du pays, de concilier ça avec un achèvement des perspectives achèvement ou renforcement des perspectives stratégiques du pays. Oui. Donc, de ce point de vue, je partage votre analyse et on l'a vécu avec la dernière élection. Oui. Ça a permis de voir que la solidité de nos institutions est liée aussi au fait qu'il y a une approche de la gestion électorale et une approche des questions électorales qui permet au pays de tenir les chocs qui sont liés aux élections. Mais quand on a fini de dire ça, mon cher Bachir, il y a l'enjeu de la prorogation des mandats des députés. Ça aussi, ça prend son sens à l'heure actuelle. Oui. Il y a des cycles de prorogation qui ont eu lieu au Cameroun. Généralement, on faisait coïncider ça avec, en termes d'arguments, la nécessité de dépenser moins, la nécessité de concilier les élections avec un ensemble d'agendas intérieurs permettant à l'État de tenir ses engagements internationaux, etc. Mais cette fois-ci, la prorogation, les enjeux de prorogation qui sont sur la table là, revêtent des enjeux véritables et profonds. D'accord, lesquels? C'est clair. Depuis l'investiture du président, on a écouté le président au discours d'investiture, on a réécouté le président dans son discours à la jeunesse. Oui, il a fixé, le président a fixé des caps qui sont clairs. Il veut tourner une page, il veut tourner la page. D'abord, c'est ça le discours de miser sur la jeunesse, sur les femmes. C'est ça l'enjeu de la réforme de l'État. Le président l'a dit. La réforme de l'État. Avec même supposément les enjeux d'une révision constitutionnelle. Je dis bien supposément parce que ce n'est pas les rumeurs qu'on bâtit l'information. Donc, des rumeurs, le fait que on a vu le président parler en code sur la question du remaniement. Oui. Le président a dit, au premier discours, il dit quelques jours, il y aura un nouveau gouvernement. On attend, et puis lors de la fête de la jeunesse, il vient dire, je sais que vous entendez ce remaniement. À ce niveau, quand le président se permet d'encadrer le remaniement avec des perspectives du type réforme de l'État, par exemple, on est là dans un angle inhabituel. On est dans un angle inhabituel. Rien ne justifie que le Cameroun n'ait pas procédé à des remaniements si, cette fois-ci, le président a pris acte du fait que ça ne sert à rien de remanier s'il n'y a pas un changement clair de cap qui permet, de débloquer l'horizon du pays, c'est-à-dire que le pays ne cesse de dépendre d'un individu, quelles que soient les qualités qu'il a. Deuxièmement, il y a la question de l'endocolonat, c'est-à-dire que cette classe ministérielle avec laquelle il a travaillé depuis pratiquement 30-40 ans et qui aujourd'hui sont un problème sérieux pour le pays.
Donc ça se voit clair. Ça se voit clair. Il y a les leçons que le président a tirées de l'élection présidentielle. Il a tiré les leçons. Les conditions dans lesquelles le président a été réélu ont montré que son camp est sérieusement fracturé. Le camp présidentiel est très fracturé. Et que l'endocolonat a son chemin, le président a son chemin. Vous ne pouvez pas dire plus que ça. Donc c'est tout ça aujourd'hui qui donne une nouvelle... comment on dit ça? Qui donne de nouvelles perspectives, de nouvelles orientations à des choses qui hier seraient passées. Un remaniement, moi je me parle en 2018, le remaniement est passé sans problème. Les gens ont eu la promotion ministre d'État, etc. L'endocolonat était encore fort, et le président. Mais là, cette élection-ci, on voit que c'est différent en 2018. Il n'y a pas de remaniement. Parce que le président a bien compris que le message est passé pendant l'élection, les Camerounais se sont exprimés, les forces politiques sont exprimées. Le président a compris que non. Il y a des demandes sociales fortes au niveau de la population. Je dois apporter des réponses. Et la tête du Parlement et du Sénat, ça a été changé quand même. Oui, bon, c'est le premier signal. Oui. C'est le premier signal que on peut se fier à la parole du président qui a dit que lui, il s'inscrit dans une nouvelle donne. Oui. Quand le président Martel dit qu'il faut faire confiance à la jeunesse, je crois que l'interprétation politologique d'un tel martèlement, c'est le fait que il vous dit ouvertement ce qu'il vous a dit, il vous a parlé durant 2 élections. En 2018, je répète, le président allait aux élections en n'utilisant pas les affiches du RDPC. Durant toute la campagne, les affiches s'engageaient, il n'y avait pas RDPC. Oui. Donc il y avait lui qui s'adressait au peuple. Il a fait pareil en 2025. Là, les gens ne le voient pas. Maintenant, après l'élection, il vous dit clairement que, en fait, j'ai compris que ma base sociale traditionnelle avec laquelle j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui et la manière dont cette base a été représentée de manière institutionnelle, ça montre les limites. Maintenant, je veux mobiliser une nouvelle base sociale, c'est la jeunesse. C'est ce que le président a dit, c'est la jeunesse. Il le dit, il a dit plusieurs fois. Or, vous ne pouvez pas mobiliser les jeunes si vous n'ouvrez pas les perspectives du pays. Pour ouvrir les perspectives du pays, il faut changer la donne gouvernementale, il faut changer de cap et prendre rendez-vous sur l'efficience, sur la performance, sur la dynamique, c'est-à-dire qu'il faut une nouvelle dynamique dans le pays, une nouvelle approche des dossiers administratifs, une nouvelle donne gouvernementale, etc., avec des perspectives en termes de résultats, en termes de performance, au niveau des relations entre l'État, le gouvernement et la population, au niveau du rendement, au niveau de la reddition des comptes, à savoir que qu'est-ce qui est arrivé aux grands projets structurants. Par exemple, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi on se retrouve partout avec des dettes? On reprend ENEO, 900, 800 milliards de dettes. On nous vend une fausse barrage Natigal avec un avenant où nous sommes obligés de débourser 10 milliards tous les mois, qu'on consomme l'énergie ou pas, etc. Il y a trop de scandales qui ont laissé des traces et qui ont donné l'impression que le pays n'était plus gouverné. Le dernier en date, c'est l'affaire SGSPAD, avec le dernier scandale lié à l'affaire, à savoir près de 5 000 milliards de préjudices causés à l'État du Cameroun. Et la manière dont ceux qui l'ont fait reconnaissent leur forfaiture, c'est pas de commentaires. Ouais. Donc il y a tout ça. Il y a la confiance doit revenir dans le pays, c'est-à-dire au niveau de la relation entre les populations et le président, surtout les populations qui ne sont pas du RDPC. Le Cameroun, ce n'est plus pas du RDPC. Hein? Ils ne sont pas du RDPC, par exemple. Donc, il y a tout ça qui sont en jeu. Alors, le premier signal, ça a été les changements à la tête du Parlement camerounais et du Sénat. Oui. Bon, Monsieur Ndatour, moi, il y a un changement. Il y a des changements parce que une figure totémique est partie. Oui. Le président, le très très honorable Kavaï, nous le saluons pour les services qu'il a rendus au pays. C'est une figure totémique. Une figure totémique est différente du baron. Hein. Oui. C'est une figure totémique. Dans le départ de Kavaï Yegué-Dibri, le très honorable Kavaï Yegué-Dibri, est un signe fort que le pays bascule dans une nouvelle ère. C'est un signe fort, ça c'est incontestable. Oui. Même le départ du président du Sénat, M. Niat, c'est une ère parce que M. Niat, M. Kavaï, bon, ils sont totémiques de notre administration, d'une certaine ère où l'État pouvait se renouveler en faisant peu de cas de la situation de la population. Ils sont totémiques de cette ère-là, de l'État où l'ordre, la stabilité primait surtout. Oui. Mais aujourd'hui,
la nouvelle ère s'ouvre, si je l'ai répété, sur une exigence de résultats, sur une exigence de performance au niveau de l'administration, des entreprises par la publique, etc. C'est un niveau où les populations doivent voir dans leur rapport tous les jours avec l'administration, avec les différentes structures administratives du pays, ils doivent voir du changement, moins de mépris. Quand vous entrez dans un bureau, est-ce qu'on vous reçoit convenablement? Est-ce que les fonctionnaires camerounais ont enfin compris qu'un poste de travail public n'est pas la propriété de quelqu'un? Et que, effectivement, la qualité du travail public se mesure à l'accueil, à la nature de la prestation qu'on donne aux usagers. Parce que ce sont les choses comme ça. Oui. On a besoin de voir que le traversée économique du pays change. On a fini avec ça. Importer des choses comme le riz, importer des denrées de première nécessité à des niveaux vraiment, c'est-à-dire qu'il faut que les choses comme ça changent. Il faut que dans le pays de l'aménagement, on change, mais aussi que la dépendance à l'égard de l'étranger, à se voir dans un déficit budgétaire, qu'il y ait une inversion de ces choses-là. Un secteur comme le secteur pétrolier, il y a des choses qu'on voit dans ce secteur-là qui s'amènent à se poser des questions fait sérieuses. Ça amène à se poser des questions. Est-ce qu'on peut pas faire mieux que ça dans la gestion de notre pétrole? Est-ce qu'on peut pas faire mieux? On peut faire mieux, mais qu'est-ce qui se passe? L'Ando Colonna est inversé le secteur, et intermédiaire sur intermédiaire, le prix à la pompe du carburant devient cher. Un secteur comme ça, la question du désenclavement, par exemple, des bassins de production. Il y a toutes ces choses-là qui existent. Les gens ont besoin de voir qu'enfin, l'État justifie son train de vie par des performances administratives, par des performances au niveau de la réalisation des projets. Donc, pour tout ça, Bachir, il faut changer de cap gouvernemental, il faut ouvrir les horizons du pays. Maintenant, bon, je peux insister sur le jeu géoethnique. Ouais, mais on ne peut pas aussi le balayer d'un revers de la main, vu que on a habitué quand même les Camerounais à ce que, en tout cas depuis des décennies, on a constaté qu'au niveau, par exemple, de l'Assemblée nationale, il y avait un président de l'Assemblée, ressortissant du Grand Nord, au niveau du Sénat, M. Niadi Fendi, qui est du Grand Ouest. Mais là, il y a comme un jeu de chaises on a repris, alors aujourd'hui c'est l'Ouest qui reprend l'Assemblée nationale et le Grand Nord qui va vers le Sénat. Bon, qu'on le veuille ou non, ça suscite quand même aussi quelques petits... C'est la question des grands équilibres traditionnels. Mais à force de faire les grands équilibres, on a oublié les Camerounais et le Cameroun sur le bord du chemin. C'est ça le problème. Moi, pourquoi je vous dis que moi, Moi, je considère pas, je ne confonds pas les moyens et la fin. La gestion des équilibres régionaux dans notre pays, des axes historiques néocoloniaux, nord-sud, la volonté de vouloir contrecarrer ce qu'on a vu émerger à la faveur de l'élection, programmée par la France, à savoir un axe de déstabilisation nord-ouest. On a vu tout ça. La volonté de contrecarrer ça, tout ça, etc. Mais si vous voulez qu'on entre dans ça, est-ce que vous êtes sûr que M. Dato, cela a remplacé le président Dato, puisque le président de l'autre Assemblée nationale, désormais, le président Dato qui a remplacé Kavaï. Bien sûr, un totem est tombé, oui, je l'ai dit. Mais est-ce qu'un Dato lui met un homme de changement? On le fera. On ne le fera pas. La réponse est là. C'est une continuité. Avec le changement, avec le départ d'une figure totémique, qui fait que la place d'une région comme l'extrême nord, qui était symbolisée par l'inamovibilité du président Kavaïe Guédibil au Parlement. Aujourd'hui, cette place-là, comme vous l'avez dit, s'est déplacée pour aller à l'ouest. Tant mieux. Mais le résultat sera quoi? Qu'est-ce que je veux par là dire? Il n'est pas question pour moi de minimiser ce changement. Je l'ai dit que c'est le départ de Kavaïe Guédibil, c'est un signe fort. Le départ du président Niadi Fendi, c'est un signe fort au regard de leur parcours. Tout le monde sait ce que c'est. Je l'ai dit. Mais attention. Attention, pourquoi, Bachir? Les grands équilibres au Cameroun sont importants. Mais est-ce que c'est une fin? On a fait plus l'impression. Les grands équilibres sont devenus une fin. C'est-à-dire, les gens veulent réduire la politique à la répartition de postes stratégiques comme étant la finalité de la politique au Cameroun. Et ça crée beaucoup de mécontentement.
non seulement ça crée beaucoup de mécontentement, mais c'est inefficace au niveau, je ne le répète encore, des résultats attendus. Le Cameroun n'est pas un gâteau qu'on partage à quelques groupes, soi-disant qui sont des groupes sans lesquels, s'ils ne sont pas dans le jeu politique, s'ils ne sont pas représentés, le Cameroun va disparaître. Mais quand on l'a fait, si on veut jouer ce jeu, les autres groupes qui n'ont jamais eu accès à ces postes-là, ils sont quoi? Ils ne sont pas camerounais? Alors on a attendu depuis 1960, on a joué le jeu des grands équilibres. D'accord. Stabilité, oui, on a eu de la stabilité. On a beaucoup d'acquis, on a conquis beaucoup d'acquis, oui. Mais ces acquis risquent d'être ruinés, justement, par l'excès, l'usage excessif des grands équilibres. C'est ça aujourd'hui qui fait que la succession du président soit illisible, parce qu'on se dit, s'il n'est plus là, qu'est-ce que ça va devenir? Mais pourquoi on pose la question? Pourquoi ça va devenir? Pourquoi on pose la question? Parce que les acteurs de ces axes qu'on appelle grands équilibres sont devenus tellement puissants. Parce qu'ils ont décidé que le Cameroun n'existerait pas sans eux. Ils sont très puissants dans leur bagarre, dans leur lutte de positionnement. Au point où aujourd'hui, ils sont le premier frein à un véritable changement. Donc attention, il ne faut pas que le changement, ce n'est pas un jeu de chaises. Mon cher Bachir, ce n'est pas un jeu de chaises. C'est plus que ça. Et le seul problème, c'est de ceux qui disent que s'il faut saluer le changement, le départ d'Afrique totémique, moi je peux comprendre, le président n'aime pas beaucoup les bousculades, là. Il aime maîtriser les rythmes et tout. Bon, on a choisi la continuité parce que c'était Dato, c'est vice-président. Oui. On a choisi la continuité. On peut estimer que ce sont des mouvements de transition vers quelque chose de plus vrai, de plus profond, comme nous on attend. Bachir, comme nous on attend. Parce que je vais vous dire, je vais terminer par là parce que vous voulez que je termine. Parce qu'il faut que les choses soient claires. Tous les manœuvres, tous les montages que le président peut faire, c'est normal. Il doit penser à stabiliser le pays, il doit penser à ouvrir les horizons du pays, tourner une page, etc. Tous ces montages, Bachir, qu'on va faire, j'entends les rumeurs, vice-président, ceci et consort, tout ça c'est bien. Oui. Mais ça doit être un moyen pour plus grand que ça. Notre schéma est clair. Nous, on ne fait pas la fine bouche. Le changement veut dire qu'après le président, si on parle de l'après-président, le pouvoir ne revient pas à un endocolon, quel qu'il soit, indépendamment même de la logique de grands équilibres. Ça ne doit pas revenir à un endocolon. Si le pouvoir au Cameroun revient à un endocolon, il n'y a pas eu de changement. Et c'est la pire chose qui puisse arriver au Cameroun. Parce que l'endocolon, c'est ce qui va se passer. Ça va nous ramener en arrière, les années durant. Donc, le débat, ce n'est pas de savoir les montages, les stratégies fines, aussi intelligentes, qu'on voit se peaufiner devant nous. Tout ça, c'est bien. Mais ça doit être un moyen, Bachir. Il ne faut plus qu'on retombe dans le risque que les grands équilibres sont devenus la fin. C'est-à-dire que tellement on a équilibré, je répète, qu'on a laissé sur le bord du chemin l'immense majorité de la population. Tellement on a équilibré que ça a favorisé l'émergence de baronnies, de super barons, des clans tellement puissants qui, aujourd'hui, Bachir, ont bloqué le pays. On bloqué le pays. Alors, écoutez, quand on vous dit, par exemple, le nouveau PAN qui est arrivé là, quand vous écoutez les analystes qui sortent ici et là, au lieu qu'on insiste sur la nouvelle perspective qu'on veut donner à notre Assemblée nationale, par exemple, mais qu'est-ce qu'on regarde? On dit non, c'est tel réseau. C'est tel réseau. C'est tel réseau. Oui. C'est tel réseau. Oui. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Nous, on connaît un peu, Bertrand, moi, on connaît un peu ce président. On sait un peu ce qu'il dit, dans quelle logique il est, etc. Alors, mon cher Bachir, si ces réseaux-là, à un moment donné, ne font que progresser dans leur puissance, au point où tout ce qu'on veut faire pour ouvrir l'horizon du pays, c'est tous eux qui sont devant. Ceux qui sont devant, mais on est en train de gesticuler. Ah, oui. On est en train de gesticuler. Les enjeux sont tels que, je répète et je dis, l'heure de la gesticulation, c'est terminé. Il faut ouvrir les horizons du pays pour que désormais, cette inquiétude qui pèse sur le Cameroun, à savoir qu'est-ce qu'on devient si le patriarche n'est pas là. Il faut que ça soit réglé. Il faut que quand le président dit qu'il va faire appel à la jeunesse, ça ne soit pas seulement un mot, l'important, quel contenu on met dedans, quelle jeunesse on fait appel. Si c'est les enfants des barons du régime, mon chef Bachir, ce sont eux qu'on place dans les endroits stratégiques, on se moque des Camerounais. Ouais.
Bertrand a dit ici un jour qu'il est contre le délit de patronyme. Moi aussi. Mais en même temps, on ne peut pas dire changement. On fait appel à la jeunesse et ce sont les enfants de barons qui sont en avant. Donc même ce mot-là, il faut savoir ce qu'on met dedans. Moi, je vois dans la jeunesse une nouvelle politique publique. Pour moi, jeunesse, nouvelle politique publique. Et à partir du moment où ces nouvelles politiques publiques sont bien définies, le profil, il est très facile de mobiliser un profil. Le Cameroun a plein de compétences qu'on peut mobiliser pour répondre aux défis de nouvelles politiques, que ce soit dans les entreprises parapubliques, dans les ports. Il faut faire attention à ce qu'on appelle changement, ne soit qu'une reproduction de l'endocolonat à travers leurs enfants, à travers le même réseau. Ça, vigilance. Écoutez, Bachir, ça passera pas au Cameroun. Très bien. Merci, Président Bandakani. Alors, avant de revenir vers la table, le plateau central, je voudrais qu'on aille rapidement vers Charlie et Kenyé. Comme j'ai également promis à nos téléspectateurs, on en prendra quelques-uns tout à l'heure. On va finir notre tour de table et on prend quelques téléspectateurs avant de boucler. Charlie Kenyé. Charlie, quelle est votre lecture de cette prorogation du mandat parlementaire au Cameroun? Vous savez, c'est bien beau. C'est bien beau que cela se fasse, mais il faut le dire sans embâche que cela obéit à une stratégie au sommet de l'État qui peut se lire sous le prisme politique, mais également sous le prisme des équilibres de force. Et c'est là où l'analyse qui a été faite par le président Bandakani prend tout son sens. Quand on sait aujourd'hui que on a l'impression que le pays semble être pris en otage par une caste de personnes qui ne répondent en réalité que des intérêts de leur fratrie, des intérêts des réseaux qui les ont installés où ils sont, ou même encore des intérêts étrangers. Et c'est là où le bas blesse. C'est pourquoi vous comprenez que l'enjeu de tout ce qui est en train de se faire actuellement au Cameroun devrait nous amener à un changement radical de paradigme. Et si la prorogation de ce mandat des députés participe justement de cette réalité, eh bien, nous sommes preneurs. Nous, quand je parle de nous les panafricanistes, parce que vous êtes sans ignorer tout ce que nous avons eu à essuyer comme critique justement pour avoir apporté, et là je parle de moi précisément, notre soutien au patriarche président dans le cadre du contexte où le Cameroun se trouvait, parce que faut bien analyser les profils qui nous ont été mis en avant dans le cadre des élections présidentielles d'octobre 2025. Et donc aujourd'hui, il y a une nécessité urgente, je dis bien urgente, de revoir un certain nombre de choses. Oui, il y a des réformes qui sont en cours. On nous annonce l'arrivée d'une vice-présidente. D'ailleurs, je crois que de manière indirecte, le président d'ailleurs le rappelait dans son discours de politique générale. J'ai rédigé une tribune dessus où justement je disais, ou du moins j'annonçais déjà ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui dans le cadre de cette tribune-là. Donc, ce n'est pas quelque chose véritablement de nouveau, mais maintenant, il faudrait que cela vienne apporter une solution concrète à la menace qui pèse actuellement sur le Cameroun. Et quelle est cette menace? C'est celle de l'endocolonat. Et quand vous parlez de l'endocolonat, immédiatement, vous regardez ou alors vous voyez le système néolibéral. Or, malheureusement, je dis bien malheureusement, et j'espère que nous sommes là dans le cadre d'une stratégie savamment pensée par le président de la République, nous sommes malheureusement dans un contexte où on a l'impression que cet endocolonat semble prendre le pas sur les enjeux de l'État. Regardez les scandales auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Regardez le scandale autour du projet SGS. C'est-à-dire que vous avez un chef Tout à l'heure, je reviendrai. Malheureusement, on sera obligé de reprendre l'antenne avec notre ami Charlie. La connexion s'est dégradée complètement. Jonathan Batengeni,
C'est l'occasion pour moi de revenir, puisque je voudrais vous refermer, si vous voulez, avec Bertrand Tachinda. Jonathan, comment est-ce que vous analysez ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui? Cette prorogation de mandat, alors ça fait couler beaucoup d'encre de salive du côté de l'opposition. On s'attendait quand même à un gros bruit, mais c'est comme si c'est calme. Déjà, côté opposition, cette prorogation amène à faire tomber les masques. Comment ça? J'avais un député de l'opposition qui était un gros soutien de M. Chiroma, l'honorable Ninche de Bouri-Est. Il a déclaré publiquement qu'il ne reconnaissait pas le président Paul Biya comme président. Et pourtant, il va continuer à bénéficier de la prorogation. Ça montre que tout son discours est creux. Il reconnaît le président Paul Biya, il fait du désordre. Il en est conscient qu'il fait juste du désordre. Deuxième élément, on en est à la deuxième prorogation. La dernière date de 2024. Elle avait été prorogée jusqu'au mois de mars. Et cette fois-ci, ça passe par les députés. Ça a commencé avec une modification, ou du moins une réorganisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc du Parlement. J'aurais une lecture assez différente sur certains points avec le président. La géoethnie ici doit compter. Le président a donné peut-être, il a dit que ça pouvait compter, mais qu'il ne voulait pas rentrer là-dedans. Mais je pense qu'il faudrait y voir un gros point. L'arrivée au COM numéro 2 dans l'ordre protocolaire et l'ordre constitutionnel de l'Amido de Rebouba est une donnée géoethnique majeure. Donnée géoethnique majeure parce que l'Amido de Rebouba est la chefferie camerounaise la plus importante. Quand je dis importante, ce n'est pas en termes de valeur, mais en termes de solidité institutionnelle. Le Lamido de Rebouba est une sorte de préfet bis. Dans son département, même l'administration tient compte de ce qu'il fait. Plus que dans tout autre. Le Lamido de Rebouba a des cellules. Il a des cellules. Ce n'est pas que d'autres Lamidas n'ont pas de cellules. Ils ont des cellules. Mais lui, particulièrement, ses cellules, à un moment, c'est lui qui faisait la loi. Il n'était pas là simplement pour la justice traditionnelle. Il était devenu carrément la justice, l'image de la justice dans son département. Le Lamido de Rebouba est la deuxième personnalité aujourd'hui du RDPC. C'est-à-dire qu'il y a un alignement clair entre la deuxième personnalité du RDPC et la deuxième personnalité du pays. Ça n'était pas arrivé depuis le changement des régimes sous Ahidjo, le président Ahidjo. Le Lamido de Rebouba a été le principal rempart dans le nord géographique, cette fois-là, la région du nord, où vous avez Garoua, vous avez Raibouba, vous avez Figuil, vous avez un ensemble de départements. Il a été le rempart. Ces guerriers ont d'ailleurs fouetté les militants de Chiroma qui ont essayé de manifester là-bas. Ça veut dire que lui n'a pas attendu la répression ou du moins l'intervention des forces de l'ordre. Lui-même a assuré dans son département le maintien de l'ordre. C'est une donnée géoethnique et une donnée politique majeure qui entre dans le contexte national.
en fait, le Sénat est entre les mains d'un homme fort. C'est une donnée majeure. On n'avait plus... C'est la première fois que le président Paul Biya met un homme fort à une position stratégique. On ne parle pas simplement d'un homme qui était un militant du RDPC. C'est un homme fort. Celui qui parle de Rebouba au Cameroun et qu'il ignore que le Lamido de Rebouba est un homme fort du Cameroun, il y a un gros problème. Ce Lamido arrive, c'est un message. Le Lamido de Rebouba n'a pas peur de Chantal Biya. Il n'a pas peur de Ngongo. Il n'a pas peur de Laurent Esso. Il n'a pas peur de Motazé. Le message est très fort. Président de l'Assemblée nationale, c'est une décoration dans ce contexte. C'est une décoration. Si c'est comme les gens, et comme ça se dit que c'est Chantal Biya qui se serait battu pour avoir Danto parce que c'était, je sais pas trop. Bertrand connaît mieux ça que moi. Le Tchinda de la mère de Chantal. Mais elle s'est fait sérieusement humilier politiquement. Le président a pris une fleur, elle a pris son champion, l'a mis comme une fleur. Il dit, me dérange pas, voilà la fleur. Ça va rester au salon. Tout le monde va passer, on va voir ta fleur. Ta belle fleur que tu veux me donner. Danto, c'est une fleur. L'honorable Danto, c'est une fleur. C'est le président de l'Assemblée nationale. Ça ne vaut rien au Cameroun. Non, ça compte. Bachir, ça ne compte pas. Monsieur quand on va parler il s'agit de la troisième personnalité quand même dans ce pays. Bachir, oui. Si le président, s'il y a vacances, prenons la Constitution, s'il y a vacances demain, on peut ne pas être d'accord avec le choix du président, mais ça reste que M. Dato, l'honorable Dato, est le président de l'Assemblée nationale. Ok, mais Mme Chantal Biya s'est fait entuber par son mari. Attention, là encore le mot il est très fort. Son mari l'a bien... Mais son mari l'a lobé. Le mot il est très fort. Non, elle s'est fait... Il lui a joué, ça c'est une masterclass. En tout cas... Du point de vue géo, il a joué une masterclass. Mais il a passé un gros message à tous les prétendants là qui disent qu'ils sont forts à Yaoundé, nous sommes les costauds, nous sommes les ceci. Il dit ok, vous allez affronter garçon si c'est sur ma dépouille que vous comptez passer. Je vous mets donc un homme qui ne dépend de personne. Le Lamido Rebouba n'est pas à la remorque de quelqu'un. Hein. C'est pas un affamé qui vient commander des facilités chez les gens. Alors, maintenant que la tête est déjà connue, c'est-à-dire que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les deux chambres du Parlement, la prorogation du mandat de tous ces députés et sénateurs, qu'est-ce que cela augure? Ok. Maintenant, si vous avez le Lamido de Rebouba qui prend la deuxième place, le nouveau patron politique du Grand Nord, c'est le Lamido de Rebouba. C'est pas un homme qui est habitué aux méthodes démocratiques. Le dire, c'est encore plus grave, mon cher Bategede. C'est un monarque. Puisqu'il a été élu il a été élu démocratiquement. Oui, pour ça la c'est pour la fonction forme. qu'il occupe, pour la fonction qu'il occupe, bien sûr, séparément de sa position en tant que monarque. Je veux dire un mot par rapport. Voilà. C'est pour la forme. C'est pour la forme. Vous avez donné beaucoup de choses. Mais c'est pas un démocrate. Ouais, Ça veut dire que tous ceux qui ont cru démocratiquement. à un moment que le Grand Nord va rentrer dans la démocratie, ils vont le ramener à l'ordre. Le Lamido va siffler la fin de la récréation. Bien plus. Le Lamido de Rebouba va être appelé à jouer maintenant un rôle majeur dans l'édifice national. Ça veut dire que demain, ceux qui misent sur la vacance, qu'ils soient rassurés, il y aura pas un homme mou, un homme fort et un monarque. Un homme qui a l'habitude de faire fouetter tous ceux qui le contrarient dans son département. Mais il va leur faire quoi, il est monarque? Non, président, c'est très important parce que ça veut dire que demain, tous les petits lieutenants là qui se sont amusés à devenir puissants à Yaoundé, quand c'est le Lamido de Rebouba qu'on va appeler chef de l'État,
ils vont comprendre ce que le monarque voit dans la fonction de chef de l'État. Il ne va pas les laisser continuer leur désordre. Ça sera, quelqu'un joue, il est immédiatement rattrapé. En tout cas, vous êtes bien dans les projections. Le président est en train de tisser une toile. Et dans cette toile, il sait que son premier adversaire dort avec lui dans son lit. Le plus grand adversaire dans son lit. Le plus grand adversaire est le coach de tous les délinquants de la République. Il dit, ok, je vais jouer avec toi bango bango. Il faut nommer tel. On va le nommer, il devient un pot de fleurs. Mais on nomme le vrai homme, l'homme. L'événement majeur du Parlement, c'est l'arrivée du Lamido de Rey Bouba. Maintenant, pourquoi il a la prise de fonction du Lamido intervient avant l'élection et pourquoi on proroge? C'est le temps pour le Lamido de prendre les rênes dans le parti. De véritablement prendre la mesure des choses dans le parti. Il n'est pas président du parti. Il n'est pas, il est membre du bureau politique. Oui. 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 Il est membre du bureau politique. Non, mais regarde, les gens. Non, il est Quand Cavaille était le président de l'Assemblée nationale, il pesait. Cavaille était devenu un homme très puissant dans le RDPC. Oui. Le Lamido de Rey Bouba va jouer ce rôle maintenant. Oui. Et ça va avoir une autre orientation dans le RDPC. Le RDPC des blagueurs va s'arrêter. Il y a un RDPC nouveau qui va commencer à naître derrière ce Lamido. Parce que ce Lamido sera regardant sur certaines choses que d'autres, et ils prennent à la légère. Moi, je suis allé dans plusieurs Lamidas et je crois que l'organisation des Lamidas est une référence pour beaucoup de Camerounais. Parce que dans les Lamidas, on est très sérieux. Hein? Dans les Lamidas, on est très sérieux. Il y a des postures qu'on n'adopte pas dans les Lamidas. Le Lamido de Rey Bouba arrive donc. La prorogation, c'était d'abord pour dévoyer tous ceux qui viennent nous raconter des histoires comme quoi, non, ils pensent que l'élection était à refaire, il fallait, tout ça, on a vu que c'est des flagonneurs, aucune conviction politique, ils sont des vouvuzela, ils n'ont aucune valeur politique. Ça, c'est déjà bouclé. Deuxième chose, les hommes d'affaires, le président de la République est en train de leur donner le temps de mettre en ordre ce qu'ils peuvent encore dans leurs affaires avant que le tsunami ne soit déclenché. Parce que le Parlement est infesté d'hommes d'affaires qui pensent qu'ils vont faire les affaires tout le temps. Ces hommes d'affaires, il y a une réforme constitutionnelle qui arrive. Ce Parlement va voter une réforme constitutionnelle qui sera un couperet sur la tête de plusieurs parlementaires. Cette prorogation vise essentiellement à créer ces conditions-là. Le président est dans sa toile en train de tisser. On va avoir une réforme constitutionnelle. Ce que les gens attendent, c'est le fameux poste de vice-président. Et il y a une presse d'amusement. Ce n'est une presse de charlatans qui s'est constituée au Cameroun, qui s'est spécialisée dans la lecture des enveloppes au ciel. Qui sera le vice-président? C'est le débat. Non, ça sera Inoni Efrem. Non, ça sera Atangadi. Non, ça sera Talbamala. Non, ça sera Yan Filemon. Non, 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 ça sera Peter Mafani Moussongue. Quand vous allez regarder dans le fond, c'est des officines qui veulent parfois discréditer certaines personnes. Ces officines sont en train de travailler. Et des officines qui veulent à tout prix récupérer ces gens. À tous les noms qui sont avancés là. Est-ce que vous aviez déjà vu le nom de Lamido Rey Bouba quelque part? On ne l'attendait même pas. Le poste de vice-président, oui. Mais ce n'est pas le seul élément de la réforme. Il y a eu quelques fuites là sur un projet de réforme constitutionnelle. Vous avez vu ce qu'il y avait à l'intérieur. L'abaissement de l'âge du vote. Les conditions d'éligibilité où il y avait déjà des diplômes qui étaient requis. Vous savez que beaucoup d'hommes d'affaires là, ils n'ont pas ces diplômes. Il y a un ensemble de conditions qui vont être durcies pour un ensemble de personnes.
le président de la République donne le temps à cela de se mettre en ordre. Parce que le tsunami arrive. Le tsunami arrive. La prorogation n'est qu'une des étapes dans la grande toile que le chef de l'État est en train de mettre sur pied. Je regrette tout le réseau autour de M. Danto. Avec tout le respect, moi je le respecte beaucoup. Hein. C'est un homme honorable, mais il n'est qu'une fleur. Il n'est qu'un pot de fleurs au salon national. On ne parlera pas, on ne parlera jamais de manière décisive en cas de vacances du président de l'Assemblée nationale. Bertrand Tachinda, c'est à vous la parole. Je voudrais bien avoir votre lecture de cette prorogation du mandat des parlementaires. D'abord, je rassure mon jeune frère Jonathan. Je ne suis ni proche de M. Ndatou, ni je le connais, ni de l'entourage de Mme Chantal Biya. Je n'ai même pas vocation à être proche d'eux. Premier point. Le deuxième point, la prorogation des... C'est peut-être le calendrier, c'est peut-être les contraintes financières, c'est peut-être la politique à l'intérieur du parti, c'est peut-être la sécurisation du pays. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer la prorogation. Je crois que ça sort d'une sera année la... électorale 2025 électorale, chargée voilà. avec l'élection présidentielle présidentielle et les régionales de novembre également. Tout à Donc, fait, tout à fait. il faut étaler. Mais je souhaiterais qu'on sorte vite de ce que je peux appeler ce cycle électoral et la politique politicienne. La politique nous a tués en Afrique, dans le sens général. C'est-à-dire cette vieille politique adossée sur les hommes. Ça a tué l'Afrique. J'essayais de regarder un peu les estimatifs de chiffres. Je regardais ce que chaque pays mettait en organisation d'élections législatives, élections municipales, élections présidentielles. Depuis 1990, ça va à des centaines de milliers de milliards de francs CFA. Si on avait construit plutôt les routes, on avait construit les écoles, on s'était donné des assurances maladie pour les plus démunis, pour les couches sociales faibles, on avait industrialisé nos pays, est-ce qu'on se porterait pas mieux? Est-ce qu'on se porterait pas mieux? Donc, c'est oui, il faut aller dans ce qu'on appelle les démocraties représentatives, il faut trouver les représentants du peuple et tout, mais en même temps ces modèles de démocratie, ce type de politique, ça n'apporte pas grand chose au pays. La deuxième des choses, moi j'ai une tendance à avoir une analyse proche du président Banda. Oui. Les entre guillemets hommes forts au Cameroun n'ont rien apporté au Cameroun. Les entre guillemets hommes forts. Le pays a perdu même un actif qu'il avait, l'autosuffisance alimentaire. Les hommes en ont défilé, on a eu des puissants. Et quand vous regardez le profil de personnes qui ont remplacé les responsables à la tête des institutions, cela allait sans dire. Ça fait pratiquement depuis 2013 que M. Ndatou est vice-président de l'Assemblée nationale. M. Kavaï n'avait plus une santé au top. M. Ndatou le représentait surtout. M. Ndatou le représentait surtout. Même c'est M. Kavaï même qui l'avait nommé. J'ai l'impression même que M. Kavaï et le président Biya avaient travaillé à façonner M. Ndatou pour qu'il prenne les rênes de l'Assemblée nationale. C'est M. Kavaï qui le nomme directeur, président du comité de suivi des travaux de l'immeuble chef de l'Assemblée nationale. C'est M. Kavaï qui l'appuie comme président en quelque sorte de l'association parlementaire Chine-Afrique. C'est M. Kavaï qui était son soutien. Donc, c'est M. Kavaï à la limite qui a été un soutien politique de M. Ndatou et étant chef de premier degré, ayant été installé en grande pompe, il est au niveau de la notabilité, il a le même fonction, il a le même aura, il a le même prestige que le Lamido de Rebouba. Il est chef de premier degré à Tokombéré. Il faut aller à Tokombéré pour voir l'influence de M. Kavaï. On peut parler de M. Kavaï, dit tout ce qu'on veut, aller battre M. Kavaï à Tokombéré. Si au prochain législative, là, il se présente comme candidat, M. Kavaï gagne. Et le président peut juger à ça et truc. Donc, je veux dire que M. Ndatou était, entre guillemets, déjà la régénérescence de M. Kavaï. Quant au Lamido de Rebouba, pareil. Ça fait pratiquement depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans que M. Nyadi Fendi est effacé de la scène politique.
il n'a pas tout à fait sa santé. Monsieur Gnadi Fendi arrive uniquement, pratiquement, moi personnellement, je ne le vois que quand il y a élection du bureau au Sénat. Après, on ne le voit plus. Qui assure l'intérêt? C'est son premier vice-président qui est le Lamido de Rebouba. Dans le Lamido de Rebouba, je peux dire que sur les 5 dernières années, sur la dernière législative, a été, de mon point de vue, le président du Sénat. On n'a même plus vu le président, le président Gnadi Fendi accueillir le président à l'aéroport, dire au revoir à la paix, même venir à la cérémonie la plus prestigieuse de notre pays, qui est la cérémonie en quelque sorte du 20 mai. Donc, on l'a plus vu, le président. Et c'est le président, en quelque sorte, le Lamido de Rebouba. Troisième des choses, ce sont les hommes forts du RDPC. Moi, M. Tatsinda, je ne crois plus au RDPC. Moi, je ne crois plus au RDPC. Le RDPC a donné ce qu'il a pu. Il y a des acquis, de fait, il y a des insuffisances. Ici, il y a beaucoup de fiascos. En matière de gouvernance, plus jamais. Au grand jamais, plus jamais. C'est-à-dire que ce soit qu'on fasse des calculs politiciens sur qui sera vice-président, le président de la République va passer devant le suffrage des Camerounais. Nommez qui vous voulez vice-président, nommez qui vous voulez président du Sénat. Qui vous dit que quand vous êtes président du Sénat, vous êtes favori pour supplier le président. Le président nous a déjà dit qu'il n'est pas dans une démarche monarchique, qu'il ne prépare pas les dauphins. Donc nommez qui vous voulez, fêtez dans les maisons des gens, allez organiser les prières, comme on l'a vu chez le Lamido, où on a organisé une prière catholique, c'est-à-dire une ministre très active en ce moment, organiser des prières catholiques. Allez chez M. Ndato, où on a vu un ministre délégué, tout sourire, reconnaître enfin qu'il est le frère de M. Ndato. Ça ne nous intéresse pas, nous les panafricanistes. Après le président Biya, c'est-à-dire les patriotes et les panafricanistes vont se mobiliser et auront leur candidat. Et on ira aux urnes, auront leurs candidats, les programmes parleront. Donc, c'est la cuisine interne du RDPC. Les équilibres sont relativement indispensables dans un pays comme le Cameroun. Comment tu fais? Moi, je vais même plus loin, même l'équilibre régional. Les équilibres sont indispensables. Donc, aujourd'hui, oui, le président fait d'une pierre deux coups. Monsieur Icha Tiroma, détestez-le, aimez-le, il est devenu influent dans le Grand Nord, notamment dans ce que je peux appeler la région du Nord. Faites les élections législatives, permettez la candidature de M. Icha Tiroma à Garoua. Je ne sais pas qui le bat. Bah ouais, on peut ne pas aimer M. Tiroma. Dites tout ce qu'on veut. Je dis à Garoua, c'est-à-dire dans la Bénou. Allez aux élections législatives, battez M. Icha Tiroma. Donc, le président fait d'une pierre deux coups, c'est-à-dire l'élève. Je peux dire que le successeur autodésigné de M. Gnadi Fendi, qui est aussi une figure du Grand Nord, qui peut contrecarrer justement l'influence de M. Issa Tiroma. Et M. Ndato qui est un peu une forme de remplacement sur le plan géoethnique, le remplacement de M. Gnadi Fendi qui appartenait à ce que je peux appeler le grand ensemble West Gratsfield. Donc, c'est la politique politicienne que le président Biya a toujours fait. Il est agrégé hors norme là-dessus, mais les résultats, comme l'a dit le président Banda, les résultats sont que nous sommes à 3,4% de taux de croissance et que les problèmes sont là et le pays est à moitié malade. Alors, président Bandakani, avec vous, on va sortir. Alors, je vois, on me fait savoir qu'il y a Peter au bout de fil. On prend Peter ou on se retourne d'abord vers le président Banda? Président. Très bien, président, allez-y. Non, Jonathan a fait une excellente analyse. Très excellente, mais je veux attirer son attention sur un fait majeur qui manque dans son analyse. L'idée que tu te fais de la nomination de la méthode de Rebouba est juste. Mais le débat, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de sa force. Ce n'est pas de savoir si on est fort. Il est fort, oui, mais qu'est-ce qu'on fait de sa force? Je vais m'expliquer. Tout à l'heure, vous dites que la géoethnie, les grands équilibres sont importants. Il faut qu'on s'entende. Jonathan, même la stabilité politique dans un pays n'est qu'un moyen pour une fin supérieure. La stabilité politique n'est pas une fin en soi. Si vous faites de la stabilité politique une fin en soi, vous tentez de détruire cette stabilité. Parce qu'à la fin, il y aura un chaos si la stabilité politique permet des enrichissements injustifiables, des inégalités intolérables,
la consolidation d'un endocolonat irresponsable, antipatriote, qui n'a aucun projet pour le pays, qui saccage tout ce qu'on fait de bon dans le pays. À la fin, votre stabilité va déboucher sur quoi? La stabilité n'est qu'une fin. Voilà, elle est une fin. Si elle n'est pas une fin, on n'est plus dans la politique. C'est-à-dire que ça le fait. Tout à fait. Donc il faut être clair par rapport à ça. Il faut être très clair par rapport à ça. Les équilibres géoethniques sont devenus contre-positifs dans notre pays. Les équilibres géoethniques sont valables dans une dynamique de continuité néocoloniale, où nous refusons de débloquer notre économie, où nous refusons de débloquer politiquement le pays, où nous refusons de nous hisser au niveau des enjeux mondiaux. Si vous voulez prendre en compte aujourd'hui les évolutions mondiales au niveau de la transformation de la géopolitique mondiale, si vous voulez vous arrimer à la dynamique de la nouvelle croissance qui est centrée par exemple en Asie, vous continuez à entretenir de la villageoisie comme ça avec vos équilibres géoethniques, vous tuez le Cameroun, monsieur. Ça doit être clair. C'est dans une logique de continuité néocoloniale, faites vos arrangements géoethniques de villageois qu'on voit là. On n'a rien contre les villages. Les villages sont quelque chose de très important pour nous. Mais les villages ne profitent rien de vos arrangements géoethniques là. Les villages ne profitent rien de cette affaire. C'est une affaire où on place les copains, on met des hommes forts des régions, etc. Mais une fois qu'on les a mis là, le pays risque même de perdre tous ses acquis si ce tournoi est mal négocié. Je pense que c'est le souci du président. Mais il faut qu'on l'accompagne en lui disant des vérités quand c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas enfermer une chefferie comme la chefferie de Rebouba dans la logique géoethnique. Je voudrais vous rappeler l'histoire de cette chefferie. Je l'entends. C'est une chefferie très nationaliste. Il faut savoir l'histoire. C'est une chefferie de résistance. Mais c'est ça que tu dois mettre en avant, pas les équilibres géoethniques. Si moi je considère que c'est un homme fort, c'est dans la logique nationaliste qui est la tradition historique de cette chefferie, dans la résistance aux Allemands, dans la résistance même avec l'UPC. C'est une chefferie qui a joué un grand rôle pour que le Nord ne se sépare pas du Sud. Quand les Occidentaux ont commencé à manœuvrer avec les histoires de l'anglophonie historique, parlons comme ça. Donc, moi, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Mais si c'est ça la logique, oui, mais comme moi je ne suis pas dans la tête du président, je ne suis pas un sorcier. C'est dans cela qui m'intéresse. Il faut qu'on sorte de la géoethnie. La géoethnie, c'est un héritage néocolonial français qui nous bloque. Et ça laisse sur le bord du chemin la jeunesse camerounaise. Donc moi j'ai bien vu ça. Ton analyse est très bien, mais il y a cette partie-là, il faut faire attention. Les grands équilibres étaient nécessaires dans un schéma où il fallait maintenir la stabilité pour gérer les outputs et les inputs de la néocolonie. Pendant un temps, on veut en sortir, c'est fini. Mais si on sort du franc CFA, c'est pas pour faire les équilibres géoethniques, pour mettre les Camerounais au travail, développer notre économie. Donc, il faut que les choses soient claires. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et moi, je dis ceci, je répète, tous ces montages-là, on voit le travail, on voit que le président se bat, il est dans une stratégie, c'est bien. Le président n'est pas Dieu, il n'est pas éternel, il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Le Cameroun n'est pas dans la poche du palais de Toudi, où on pense à partir à quelqu'un qui réfléchit, qui va dans un coin réfléchir à ça seul. C'est trop compliqué. Il faut savoir comment, cette affaire-là, on peut voir comment on peut bénéficier des appuis, du conseil, de l'apport des générations qui ne sont pas entrées dans vos affaires-là. On ne bouscule pas l'endocolonial avec l'endatwo. C'est un endocolon. Mais alors, c'est un endocolon pur et dur. Il est même contre les chaufferies. Comme tu as dit, les chaufferies nationalistes. Mais Bangou, c'est quoi? Mais Bangou, c'est quoi? C'est quoi? C'est une bande, c'est un lobby terrible. Le vrai chez les chemins retrouve son trône. En complicité avec l'administration, les gens sont les Yaoundé. Nous avons failli rater notre parlement sur la nouvelle. Le nouveau siège du parlement que vous voyez là. Vous connaissez ce qu'il a failli faire? Ce sont les Ndato qui étaient dans là, qui ont failli faire échouer ce projet. Oui, monsieur, ça parce qu'on ne parle pas. Nous respectons notre parti président, on ne dit pas certaines choses, mais même mener le projet du parlement là, je fais à mon vision. Le nouveau siège du parlement là que vous voyez, à qui on a donné le nom du patriarche, les Ndato là ont saboté ça. Il a fallu beaucoup, on perdait cette affaire.
Vous savez que c'est un don des Chinois, non? Financement des Chinois, etc. Donc, voilà pourquoi moi je dis, ok, je vois plutôt une continuité transitoire. Une continuité transitoire. La prolongation des mandats des députés, là, tous ces machins-là, c'est bien. Mais il faut briser la main de l'endocolonial sur les élections au Cameroun. Alors, j'ai aimé l'analyse que tu as faite sur le fait que, bon, c'est un homme fort, il est membre du RDPC, il peut tenir devant, il ne dépend de personne. Oui, mais je crois que tout c'est la prorogation avec la perspective dans le découpage électoral, tout ça doit être bien coordonné pour qu'on brise la mainmise de l'endocolonial qui a fait justement des régions, des endroits clos sur lesquels ils étaient un contrôle quasi fasciste. Vous pouvez parler aussi avec les femmes Nongo, avec les Motaziers et consorts. Vous pouvez parler à Douala ici avec les Laura et consorts. Dans tous les pays, pratiquement, c'est comme ça. Donc, quand le président dit qu'il veut miser sur la jeunesse, nous voulons voir des stratégies claires. Comme quand j'ai parlé de nouvelles politiques publiques, de nouvelles orientations, je vois très bien que si la progression doit avoir un sens, c'est que tout ça doit être harmonisé avec, par exemple, le nouveau découpage qu'on veut faire sur le plan administratif. Mais il faut qu'enfin, ça fasse émerger une nouvelle classe politique. Il faut changer le visage politique du Cameroun. Donc, c'est tout ça. Donc, il ne faut pas enfermer ce grand chef, ce grand Lamido-là, dans une perspective géoéthique. Alors que lui, son histoire, c'est le nationalisme. C'est l'amour du pays. Comme moi, je ne suis pas dans la tête du président. Je ne peux pas encore danser parce que je me dis, je ne connais pas pourquoi on l'a placé là. Je ne sais pas si c'est les calculs géoéniques ou bien c'est le nationalisme. Mais tu as fait une équation d'homme fort. C'est un homme fort. Oui, on a besoin des hommes forts comme ça. Mais la force doit être au service du nationalisme, du patriotisme, de la libération du pays. Le président ne peut pas se passer d'équilibre des pouvoirs géoethniques. Je ne crois pas qu'il puisse se passer. D'ailleurs, je crois que pour essayer d'atténuer des revendications anglophones, entre guillemets, disons, on n'aime pas l'expression, qui ont commencé à partir de ces mouvements-là, c'est ça qui me fait peut-être penser que le poste de vice-président serait réel. Parce que les anglophones le disent, qu'il faut que quand le président de culture francophone soit à la tête du pays, un peu dans la tradition du Nigeria, nord-sud, quand le président est du nord, le deuxième sur la liste. Donc c'est ça qui me fait croire que cette rumeur-là peut être vraie. Et si c'est vrai, je suis convaincu que c'est un enfant de culture anglophone qui... Non, nous ne pouvons pas accepter ça, Bertrand. Le Cameroun... Je ne te contredis pas. Le Cameroun, non, il faut dire des choses claires. Le Cameroun 1960 est dans la prison de ces grands équilibres-là. Ça n'a rien donné. Toi, tu crois que le président Biya peut se départir de ça? Je ne peux pas savoir si je crois en lui ou pas. Le débat, c'est que notre pays doit passer de ça. Le Cameroun n'appartient pas au président Biya. Je suis d'accord. Donc, il faut que nous travaillions pour ça. Très bien. Non, je vous en prie. Oui, le sujet est sérieux. Il faut travailler pour ça, c'est ce que vous dites. Il faut l'aborder. C'est-à-dire que les grands équilibres bloquent le pays dans le sens où... Mais tout à l'heure, j'ai posé la problématique. Mais il n'y a que ces régions, ces groupes-là au Cameroun. C'est ça. Mais le débat, il est là. Mais depuis 1960, le pays est bloqué dans ça. Et je vais plus loin. Quand on vous dit, voilà, il y a beaucoup de peuples dans ce pays qu'on est cassé. Vous rappelez la théorie du professeur Leb, je l'attends, tu te rappelles, le triangle équilatéral. Quelle est la théorie qui est dans ce concept? C'est que, mais justement, l'institutionnalisation de la géoethnie pour certains groupes. Le Cameroun est réservé à certains groupes, y compris dans le groupe anglophone. Monsieur le président de l'indépendance, les anglophones participent au pouvoir. Ils n'ont pas cessé d'y être. Il faut arrêter ce chantage-là. Mais dans ce cas, Bertrand, on a fait le grand dialogue, on nous a donné la décentralisation. On a donné un statut spécial à ces deux régions. Tu as oublié? Bien sûr. Mais si vous voulez le poste de vice-président, laissez, on revient sur le statut spécial. On peut vous donner le statut spécial, on vous donne il y a la décentralisation et on continue à faire les grands équilibres au sommet de l'État. Qu'est-ce qu'on voit à la fin? Mais si vous voulez, si on veut consacrer on a sorti la République, pas l'esprit de la mais attends, République. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Dans ce cas, nous acceptons enfin, alors que nous sommes déterminés par le colonialisme, à savoir que notre histoire, c'est l'anglophonie et la francophonie. Moi, je ne peux pas accepter ça, ici, par l'africanisme. Je ne peux pas accepter ça, ça n'a pas de sens. Donc, je dis que il est question, mon cher Bertrand, de sortir le pays du néocolonialisme.
Les équilibres géo-ethniques, c'est la continuité néocoloniale. La géo-ethnie a été créée par le colon pour justement réduire l'économie camerounaise et l'économie du partage néocolonial. À savoir que, bon, comme le gâteau économique est petit, parce que nos forces productives sont bloquées, contentons-nous des grands équilibres pour ne pas frustrer tel groupe historique. Non, c'est pas ça. Après, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut? Que veulent les anglophones? Ils veulent d'abord le bien-être économique. Ils veulent prospérer sur le plan économique. Mais est-ce que le fait de le connaître, la spécificité de ces régions, suffit de l'enfermer dans le complot géo-ethnique? Non. On peut reconnaître et faire la promotion du caractère spécifique des anglophones sans enfermer le pays bertrand dans le piège géo-ethnique. C'est ça le débat. On peut le faire et on doit le faire. On se laisse enfermer là-dedans. Mais puisque c'est... Mais ce sont les élites. Oui, les élites, voilà. Ce sont les élites qui sont dans cette dynamique. Oui, ce sont les élites qui sont dans cette dynamique. Voilà. Parce que quand tu vois les mémorandats portés par les élites, ce n'est que ça. Ce n'est que ça, mais ça n'a pas de sens. Mais où est l'économie du pays? À Keremouna. Vous l'économie du pays. Son nom circule même. Et quand vous les regardez, vous regardez ces familles-là, c'est la continuité purement néocoloniale. Mais je dis que les populations de ces régions-là ont besoin d'une bonne vie matérielle. Bien sûr. Et c'est en débloquant l'économie, en valorisant leur potentiel, les potentialités, qu'on va leur faire du bien. Maintenant, si on veut satisfaire à la dignité dite culturelle, etc., d'abord, ils ne sont pas de culture anglophone seulement. Attention, on ne peut pas les réduire à ça. Ils sont de culture de camerounaise. Ils sont de culture sociologique camerounaise. La culture anglophone n'est qu'une culture, une sous-culture importée, comme la culture francophone. Donc, je dis ceci. Promouvoir l'anglophonie, moi je suis pour ça. Si vous voulez à tout prix promouvoir cette spécificité culturelle, mais on peut le faire ça, enfermer cette perspective dans la géo-ethnie, qui permet à des élites de faire ce qu'on voit là. Et moi, je veux le dire, depuis que ça fait commencer, je n'ai pas cessé de le dire, les anglophones sont dans le pouvoir, dans cette idée-là. Ils sont au pouvoir depuis 1960, ils n'ont jamais été écartés du pouvoir. Bien sûr. Mais ils sont associés à tout ce qui se fait. Voilà, donc il faut qu'on en sorte. Le ministre de l'Intérieur, c'est Tangandji. Au-delà même de ça, ils sont là. Au-delà de ça, ils sont dans le pouvoir. Depuis le caractère néocolonial de notre pays est fait sur ça. Ce sont ces axes-là qui sont dans ça. Donc, il faut savoir pourquoi on se bat. Nous nous battons. Aujourd'hui, le monde est dans un tournant. Notre pays négocie un tournant. Les Français sont debout contre ce pays. Ils savent que si le pays ici est libéré, ils ont perdu l'Afrique. Ils le savent. Donc, ils s'appuient sur qui? Sur l'anglo-colonial et sur la géo-ethnie. Jonathan, on ne t'apprend pas ça. Tout à fait. Les Français s'appuient là-dessus. Donc, au tournant que nous négocions, il faut qu'on... La perspective UP6, la vraie perspective UP6, celle nationale, dit que, monsieur, on débloque, on libère notre économie, on brise le joug de la néocoloniale, on libère l'économie du pays, les populations prospèrent, on passe à la camerounité au fur et à mesure. Ce qui n'empêche pas de valoriser les cultures locales, de les valoriser. Mais ce genre d'organisation où les élites se répartissent les coins du pays, chacun entre eux, le pays est bloqué, les régions sont des formes de Bantoustan, qui ne disent pas le nom. D'ailleurs, vous savez, le piège qu'il y a derrière, c'est l'histoire des baptismes communautaires, entre autres. Vous savez ce qu'il y a derrière? Mais je vais vous dire, la Banque mondiale et les Occidentaux sont clairs. Ils soutiennent ce type de projet. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de transformer, Jonathan, tu sais ça très bien, de transformer les régions en des espèces de lobbies néocoloniaux pour démembrer le pays. C'est très avancé cette affaire-là. Il faut faire seulement attention. Après, ils activent des batailles tribales. Mais c'est ce qu'ils vont faire, c'est dans cette logique-là. Souveraineté des patrons des régions. Oui, c'est dans ça. Le fédéralisme, c'est le démembrement d'un État pour créer des entités. Mais des lobbies. Des multinationales. Voilà, c'est ça. C'est ce que les multinationales. Et on nous prépare ça, Comme vous voyez, il y a un nouveau mot de là maintenant. Dès qu'un Camerounais est élu en France, il devient un héros. Il devient un super homme. C'est l'effet de non, c'est la logique de l'invisibilité de Macron. Ces gens-là, on va les préparer pour venir ici. Voilà la démarche de la France, c'est de venir vers vous avec vos frères camerounais. Une fois qu'ils sont élus là-bas et placés là-bas. Mais le maire Kamgen qui est à Bordeaux, il est déjà dans le réseau qui infiltre par. Mais celui-là, il y a même un autre là. Moi, je dis son nom. Président, si vous permettez, je voudrais qu'on prenne un ou deux appels, puisque nous sommes près vers la fin de l'émission. Allez-y, vous chutez et puis on... Allez-y. Il faut qu'on se résume bien, qu'on s'entende. Le déblocage des horizons du pays est une nécessité. Le président l'a compris. On soutient cette perspective. Mais ça n'aura de sens que si les dosages qu'il fait sont un moyen au service d'une grande fin. À quoi aurait-on servi
que le pays passe par tout ça, si après on laisse au pouvoir un endocolon? Moi, je vous pose la question. Un endocolon. On aura lutté. Ça va servir à quoi? On aura lutté pour rien. Mais alors, oui, voilà, les DICAM à Bordeaux, on connaît tous ces lobbies-là. On connaît tout ça avec les Opoelians, ces machins, tous ces gars-là. On connaît tout ça. Ces gens travaillent. Ces gens travaillent. Il fait beaucoup de choses avec les mairies. Il est à la mairie de Bordeaux. Et ils sont... Oui, il est en train d'infiltrer les maires. Mais je sais de quoi je parle. Le maire de Yaoundé, c'est qui a le problème là. C'est le même réseau. D'accord. C'est le même réseau. Mais ils travaillent avec la géoethnie, c'est leur matière de base. Tout à fait. Entre autres. Donc, pour dire Mais quoi? ce qui est terrible, président, c'est que quand tu dis la géoethnie est leur matière de base, on a l'impression que quand il revient, il ne travaille qu'avec les localités. Non. Le gars infiltre dans la manipulation de la géoethnie, mais il infiltre les mairies de toutes les régions. Bien sûr. Et là, ses entrées jusqu'à la présidence. Mais à l'heure actuelle, nous on est informés dans tout son travail, on connaît. Et c'est un employé de la famille Castel. Bien sûr, on connaît. Les prochaines élections qui arrivent, la France a tout un lobby de jeunes au Cameroun qu'elle est en train d'organiser pour les placer dans les institutions. On sait tout ça. Donc, oui, monsieur. Non, allez-y. Voilà. Charlie qui m'écrit, il souhaitait dire un mot rapidement sur Voilà, donc la suite il faut qu'on se comprenne très bien. Alors, Charlie, vous m'écoutez? Oui, machine. Allez-y, en 1 minute, s'il vous plaît. On va prendre les 2 appelants et puis on retourne définitivement à l'antenne. Oui, donc j'étais en train de dire qu'il faut qu'on comprenne parce que il faut qu'on sorte des logiques politiciennes. C'est pourquoi j'ai apprécié le recadrage qui a été fait par le président Bandakani sur cette perspective d'homme fort au sein du parti politique RDPC ou même encore ces logiques qui consacrent le fait que le président, ou du moins on ne saurait gouverner le Cameroun sans satisfaire ces équilibres régionaux. C'est très dangereux. Je crois qu'aujourd'hui, le combat que nous avons mené ensemble et pour lequel, il faut le dire également, le président de la République, son Excellence Paul Biya, a pris des coups au passage, ça c'est important de le rappeler, ne mérite pas que la finalité soit ce que nous sommes en train de voir. C'est important de le dire. Parce que quelque part, il y a eu des nouvelles personnes à la tête des institutions importantes du pays. Mais je crois que le fait est là. Quelque part, on s'inscrit encore dans une forme de continuité. Alors, espérons que nous soyons dans une continuité transitoire. Ça dit effectivement qu'il y a un passage à témoin qui voudrait que l'ancienne garde, ou du moins la jeune ancienne garde, passe le flambeau à la nouvelle garde. Mais même là encore, il faudrait que dans le casting de la nouvelle garde qui va arriver aux affaires, que nous ne restions pas dans les carcans imposés justement par les logiques néocoloniales. Parce que les enjeux sont là. Le président le disait tout à l'heure, au-delà de la demande sociale forte et importante à laquelle il va falloir satisfaire, vous avez les enjeux de stabilité régionale, vous avez les enjeux mondiaux. Les enjeux de stabilité régionale, vous faites comment quand on vous dit aujourd'hui que vous avez des soldats, vous avez une armada, vous avez des forces armées américaines qui sont stationnées à votre frontière ouest du côté du Nigeria. Vous faites comment quand on vous dit aujourd'hui que vous avez les forces armées françaises qui sont stationnées au nord, du côté du Tchad? Vous faites comment? Regardez ce qui s'est passé avec les élections d'octobre 2025. Regardez la révolution de couleur avec la complicité des forces internes. Regardez ce qui s'est passé au Cameroun. Vous pensez que cela aurait pu se faire sans que des personnes bien installées au sommet de l'État n'y participent? Je crois que jusqu'à présent, on attend toujours que le nettoyage soit fait. Il y a des gens au sommet de l'État du Cameroun qui ont trahi ce pays. C'est une vérité, les élections d'octobre sont là pour nous le rappeler. Jusqu'à présent, on attend encore que des actions fortes puissent être prises contre ces personnes pour démontrer effectivement que nous inscrivons dans une lutte contre l'endocolonat. Parce que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu est le fait que nous consolidons les acquis qui ont été durement acquis par le président de la République. Bien sûr, les panafricanistes l'ont accompagné dans cette démarche et que bien sûr, nous ouvrons les ventes de nouvelles perspectives. Mais cela ne peut se faire avec le casting ou du moins avec ceux-là qui, dans leur grande majorité aujourd'hui, sont consacrés justement à la défense des intérêts néocoloniaux. Mon cher Bachir, il faut le dire, même si quelque part au sommet de l'État, vous avez des panafricanistes, mais il faut le dénoncer, notre haute administration est à grande majorité. C'est une
président doit prendre des actes forts. Des actes forts d'abord pour lui-même, parce que la préservation de son héritage passe par le casting des personnes qui va mettre justement à la tête de l'administration, du moins à la tête des postes stratégiques, pour justement garantir l'avenir de ce pays. Est-ce que nous allons continuer dans cet tâtonnement, dans ces équilibres-là, dans cette perspective où les réseaux s'installent au cœur du pouvoir et définissent la vision du pays, alors que nous savons très pertinemment comment les enjeux qui s'imposent aujourd'hui au Cameroun sont énormes. Vous faites comment? Qu'est-ce qui est pensé dans ce sens pour répondre à tous ces problèmes-là? Qu'est-ce qui est pensé dans ce sens pour répondre à tous ces problèmes? Est-ce que le Cameroun se limite simplement à manger, boire? Est-ce que le Cameroun se limite simplement à regarder, ok, l'année si nous avons importé le coton à hauteur de ceci, le riz va falloir que... Est-ce que l'enjeu au Cameroun, est-ce que l'enjeu se limite simplement à cela? Vous faites comment donc pour protéger le golfe de Guinée là? Vous faites comment pour protéger ça? Puisque la crise au ozone n'est que la conséquence d'une volonté manifeste internationale d'avouer même mis ici. Vous faites comment pour répondre à cette menace? Qui ont été édictés par l'ancienne puissance coloniale. Quand vous regardez les profils là, quels sont ceux qui maîtrisent indépendamment des enjeux internes, des enjeux externes qui s'imposent au Cameroun? Parce que c'est aussi ça, le jeu de la transition qui s'annonce. Il faut trouver les profils qui comprennent véritablement les enjeux dans lesquels le Cameroun s'inscrit, les menaces qui pèsent sur le Cameroun et bien sûr les dynamiques en cours pour justement libérer le Cameroun. Mais sinon, peu importe celui que vous allez mettre au pouvoir, il va venir satisfaire la demande internet intérieure qui s'impose au Cameroun. Pour lesquels, si nous n'arrivons pas à trouver des solutions, ou du moins des solutions idoines, eh bien, il n'y a pas de stabilité au Cameroun. Il n'y a pas de stabilité au Cameroun. La stabilité au Cameroun ne peut se faire que dans une dynamique, justement, d'implication entre les enjeux internes et les enjeux externes. Or, le problème, c'est que nous parlons ou bien nous nous attardons beaucoup sur les enjeux internes, oubliant les enjeux externes qui, vraisemblablement, s'imposent au Cameroun, bien plus que les enjeux internes, puisque les enjeux externes, parfois, définissent même les enjeux internes. Vous faites l'économie comment quand vous êtes incapable de préserver justement un certain nombre de pans de votre économie qui se retrouvent au niveau de votre versant océanique? Vous faites comment? Donc, je crois qu'aujourd'hui, les défis sont importants. Et pour nous-mêmes, et bien plus encore pour le président, s'il s'inscrit dans une démarche de préservation de ses acquis, parce que c'est aussi là le débat, il y a des acquis qui ont été obtenus sous le magistère du président Paul Biya. Nous avons longuement débattu sur ça. Il faut préserver ces acquis-là, mais également il faut se projeter. Vous vous projetez comment? Avec les profils des hommes que nous avons au sein de notre haute administration. Allez voir la manière avec laquelle ces gens réfléchissent, comment ils pensent, comment ils envisagent même le monde. Vous avez des gens dans notre administration qui ne définissent le Cameroun que dans le cadre justement d'une alliance avec l'Occident. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de personnes? C'est important. C'est pourquoi dépasser cette logique politicienne de partage, d'équilibre et tout ça, ça ne sert pas le pays. Ça ne sert pas le pays. Les enjeux qui s'imposent aujourd'hui au Cameroun, je dis, sont énormes. Sont énormes. Et le Cameroun joue un rôle pivot important, un rôle stratégique important. Vous ne pouvez pas prendre n'importe qui, monsieur, tout le monde vous mettez à la tête de ce pays. Je pense que c'est vers là où nous devons aller. Et si la prorogation des mandats des députés s'inscrit dans cette dynamique-là, à savoir, indépendamment du bon casting, satisfaire ou du moins trouver l'équilibre entre les enjeux internes et les enjeux externes, eh bien, nous saluons le président Probia ou bien nous l'encourageons dans cette démarche-là. Mais si l'enjeu se résume simplement à satisfaire les égos, à satisfaire les équilibres, à satisfaire les réseaux, eh bien, monsieur, acceptons donc de rentrer 50 ans en arrière. Et rentrer 50 ans en arrière, ce serait également mettre une balle dans le pied du président de la République, parce que c'est pratiquement 40 années de travail pour lequel lui-même, il a pris d'énormes pics. Ce serait prendre tout cela et mettre à la poubelle. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le cadre justement de cette dynamique-là, nous devons, par le discours, mais également par notre démarche, et c'est là où je salue le NMP, qu'il faut le préciser au passage, je travaille énormément sur ces questions, nous devons, indépendamment du discours, proposer des solutions alternatives au président de la République. Et c'est ce à quoi moi j'ai mis à terre à travers les nombreux articles que vous aurez remarqués, je rédige ces dernières années pour dire qu'il y a des enjeux qui sont énormes, il faut faire très attention, il ne faut pas regarder le problème sur le plan simplement
internes, parce qu'en réalité, les enjeux externes sont de loin bien plus importants que les enjeux internes, et parfois, ces enjeux externes même conditionnent et déterminent même les enjeux internes, et par là déterminent l'avenir du Cameroun. Merci Charlie, merci.